On commençait dans cette série, enfin continuer cette série sur un petit peu l'explication de la méthode agile mise en œuvre au sein de l'équipe de développement chez Marsh. Et nous allons nous rapidement, ça va être très rapide, c'est un survol, nous intéresser dans cette deuxième partie aux priorités. Priorisation du backlog. Backlog étant la liste des fonctionnalités. Donc je vous rappelle, la dernière fois on avait rapidement passé sur le cycle agile, une liste ordonnée de priorités jusqu'à la démonstration des développements effectués à travers un certain nombre d'étapes qui font partie de la méthode. Aujourd'hui nous nous intéressons au backlog, donc c'est la liste en fait de toutes les demandes, ce qu'on appelle des fonctionnalités, enfin l'ensemble des demandes utilisateurs. Pourquoi cette liste est priorisée, en fonction de quels critères elle est priorisée. Et donc, c'est le haut de la pile, je rappelle, les priorités qui seront prises et qui seront discutées lors de la planification qui aura lieu aujourd'hui, par exemple, mais à chaque cycle, à chaque sprint. Donc, c'est le boulot du Product Owner de tenir à jour cette liste en fonction d'éléments de priorisation qui viennent de toutes parts, donc les demandes des utilisateurs, demandes des clients, vérifier la compatibilité avec l'objectif du logiciel, c'est-à-dire de ne pas intégrer des choses qui seraient complètement en dehors de l'objet du logiciel, et puis en fonction aussi d'un financement, puisque le modèle économique de Marsh repose sur du financement de fonctionnalités demandées par nos clients, à la fois nos gros clients, comme les administrations centrales, qui financent des fonctionnalités du logiciel qui bénéficient à l'ensemble des clients, donc au socle. Donc, une demande financée d'un utilisateur va monter en priorité haute, même très haute, puisqu'elle va être intégrée au produit. Ensuite, on a les évolutions de l'environnement, c'est-à-dire qu'on fait évoluer le produit, et puis un environnement technique qui bouge. On a eu les évolutions de PHP, d'autres évolutions techniques. On a les évolutions fonctionnelles, des opportunités. Je ne sais pas, c'est aujourd'hui un web service qui va nous permettre d'envoyer un peu à la façon Maileva, d'envoyer du courrier. Voilà, donc on l'implémente. Tout un tas de choses qui font que le logiciel évolue sans arrêt. Les usages métiers, la réglementation, j'en passe et des meilleurs. Donc en fait, on va déterminer une feuille de route à partir de l'ensemble de ces demandes priorisées. Donc aujourd'hui, le backlog Marsh Courrier, c'est 640 entrées, avec une moyenne de 50 nouvelles demandes par mois. Voilà à peu près le rythme de croisière qu'on a eu sur l'année dernière. La priorité, il faut savoir que pour qu'une demande est priorisée, elle est négociée, c'est-à-dire que chaque demandeur a sa vision de la priorité. Donc le rôle du Product Owner, c'est de faire la part des choses entre toutes les demandes. Chaque partie prenante a sa vision, qui ont besoin absolument de cette fonctionnalité ou de cette nouvelle fonctionnalité. Et chez d'autres, elle sera. Donc on va constituer une négociation, donc une argumentation de chaque partie prenante. Alors les parties prenantes sont les clients, les équipes commerciales, les développeurs, les partenaires, enfin tous ceux qui ont rapport avec l'utilisation ou avec l'installation du logiciel de près ou de loin, en chacun des attentes par rapport au logiciel sur lequel il faut trancher, prioriser, négocier, mettre dans la version qui va sortir ou déporter dans une version future du logiciel en fonction d'un tas de critères. Évidemment, elle est agile, donc dernière chose, c'est-à-dire que les priorités qui sont, par exemple aujourd'hui, si je prends le backlog aujourd'hui, les priorités qui sont en tête de liste qu'on va prendre, dans 2 semaines, ça sera peut-être plus les mêmes, il y aura des nouvelles qui seront rentrées. Donc c'est l'agilité, c'est-à-dire que c'est jamais figé. Ça va évoluer en permanence. Et l'équipe, c'est pour ça que l'équipe ne prend que 2 semaines de développement pour pouvoir à chaque fois reprendre les priorités qui seraient nouvelles et qui seraient apparues dans cette liste ordonnée. Voilà. Voilà pour cette petite explication, ce petit survol de la priorisation du backlog aujourd'hui et du rôle du Product Owner. Aujourd'hui avec moi pour présenter Alex Orluc. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc on va voir, si vous avez reçu l'invitation, elle a été envoyée un petit peu tard cette semaine pour cause de vacances. Nous allons voir quelques belles fonctionnalités aujourd'hui.
Alex va piloter avec moi. Et donc, je vais passer sur une instance de marche courrier. Alors, du coup, dans un premier temps, on va aller regarder du coup la fonctionnalité des champs d'autocomplétion d'adresse base. Donc maintenant, on a implémenté un champ custom qu'on peut utiliser et qui va en fait pointer sur une base d'adresse nationale. Et donc, on pourra choisir donc des adresses existantes dans cette base-là. Donc pour cela, on va se connecter avec Pépin. Ouais. Et on va déjà paramétrer ce champ pour le formulaire d'indexation du courrier arrivé. Très bien. On va aller dans l'administration, champ personnalisé, et on va créer donc un nouveau champ personnalisé. Hein? Donc là, on peut voir sur la partie droite, tout en bas, qu'on a un nouveau champ disponible qui s'appelle champ autocomplétion ban. Voilà, en bas. Hein, donc on va le sélectionner, l'ajouter. Donc là, tu vas pouvoir le paramétrer, tu choisis ton label que tu veux pour ce champ-là. Voilà, je le modifie. Et donc là, on va l'ajouter donc au formulaire d'indexation du courrier arrivé. Donc on va retourner sur l'administration, modèle d'enregistrement, et on va prendre le courrier arrivé, le premier. Et donc là, on va sélectionner sur la partie droite champ personnalisé et on va faire glisser-déposer l'adresse d'intervention dans le bloc voulu. D'accord. Alors, on va, je sais pas, comme tu veux. Ici. Comme tu veux. Vous voulez ici, par exemple? Allez, on va le poser là. Voilà, et du coup, tu sauvegardes ton formulaire. Donc là, maintenant, tu as ton champ qui sera disponible pour ce formulaire. Petit rappel, donc ce que j'ai fait, hein, je résume, création d'un nouveau champ à partir de champs mis à disposition en fait de l'administrateur, et je l'ai positionné dans un des formulaires de l'organisation. Ici, courrier arrivé, afin que les utilisateurs puissent saisir la donnée. Par contre, dans d'autres formulaires, il n'y sera pas ce champ-là, il ne sera que dans ce formulaire. Hein. Et donc, pour voir le résultat, donc on peut retourner sur l'accueil de l'application. Donc, et sélectionner donc le courrier à traiter. Il y en a déjà un. Demande d'intervention. D'accord. Donc on y va en traitement. Voilà. Donc ce courrier-là est un courrier arrivé, donc avec le modèle qu'on a modifié. Donc, si tu cliques dessus, on va pouvoir donc voir le champ disponible dans l'onglet information. D'accord. Donc là, on peut voir du coup dans contact, adresse d'intervention. Donc là, on va pouvoir donc choisir une adresse à ce niveau-là. Donc pour l'instant, j'ai branché le 75, mais on pourra effectivement donc brancher l'ensemble des départements. Ça marche comme, la banne dans les contacts, effectivement. Alors ce qui est intéressant aussi, ce qu'on a pu noter, c'est que le courrier existait déjà avec son formulaire, et donc le fait d'avoir ajouté le champ a impacté ce courrier qui existait déjà. Oui. C'est ce formulaire. J'ai ajouté, en fait, la métadonnée, même à des courriers en cours de traitement. Oui, les courriers qui utilisent ce modèle qui ont été enregistrés, donc du coup, se mettent à jour effectivement avec leur formulaire. Ouais. Donc là, tu peux par exemple taper, je sais pas, avenue. Voilà, donc là, tu peux en choisir une. Et donc après, tu peux sauvegarder le formulaire. Le petit coche vert. Voilà, donc je viens d'ajouter. C'est ça. Donc à savoir que ce champ-là sauvegarde également du coup les coordonnées géographiques. Donc ça sauvegarde l'adresse et donc les coordonnées géographiques seront disponibles dans la base de données. Du coup, si on veut faire des extractions. Alors deux choses, je rappelle un petit peu la demande initiale par rapport à ça, c'est de pouvoir après faire des exportations de données de courrier. Et à partir de ces adresses d'intervention, donc comme tu viens de le rappeler, qui ont des coordonnées GPS, de pouvoir afficher des maps via d'autres outils, c'est-à-dire pouvoir mapper les points d'intervention. Si je souhaite plusieurs adresses d'intervention, je peux rajouter plusieurs champs custom, voilà, 2, 3, N, enfin, pas trop non plus, mais voilà, donc c'est la possibilité de saisir plusieurs adresses d'intervention, de le rendre obligatoire ou pas, enfin, c'est la même mécanique qu'on a déjà vu par rapport aux champs. Très bien. Donc là, pour ce champ-là, donc voilà, un champ simple d'utilisation et qui est intéressant justement pour cette base d'adresse nationale.
Donc maintenant, dans un deuxième temps, on va pouvoir voir du coup donc la nouvelle fonctionnalité d'action qui va en fait contrôler des champs remplis obligatoirement. Donc en gros, si on retourne dans l'administration des actions, D'accord. on va sélectionner donc cherche champ, le mot champ, tu vas trouver donc clôture avec champ obligatoire. Donc en gros, en plus des champs en fait obligatoires que l'on peut définir dans le formulaire, on a la possibilité via une action en fait de définir des champs custom qui doivent obligatoirement être remplis avant clôture. Donc si tu cliques dessus, lorsqu'on on va choisir une action réalisée clôture un courrier, on aura du coup une nouvelle liste déroulante en bas qui est du coup champ requis pour effectuer cette action. Et dans ce champ, donc, il y aura le listing de tous les champs custom disponibles dans l'application. Donc là, tu vas pouvoir choisir donc, ton nouveau champ que tu as créé, adresse d'intervention, et du coup, tu vas pouvoir enregistrer. Je peux en mettre plusieurs. Tu peux en mettre plusieurs si ça concerne uniquement les champs custom. Par exemple, bon, la demande client, là, c'était de pouvoir remplir une référence d'un dossier dans un autre système avant clôture. D'accord? Donc, je mettrai cette donnée, elle sera saisie, et je vérifierai qu'avant de clôturer, la donnée soit bien présente et ait été saisie dans les métadonnées du courrier. D'accord? J'enregistre? J'enregistre. Du coup, si tu retournes dans les courriers à traiter, donc on a une action, tu sélectionnes ton courrier. Je l'ai mis par contre que dans la page de traitement. Clique sur le. Tu l'avais que dans la page de traitement. Je l'ai mis que dans la page. Très bien. Et du coup, là, si tu. Bon, là, ça va marcher parce que du coup, tu l'as rempli. Ah oui. Donc là, si tu peux la vider, hop, tu enlèves avec la petite croix, hop, tu valides ton formulaire. Et donc là, dans la liste des actions, tu as du coup une action qui s'appelle donc clôture avec champ obligatoire, qui est tout en haut. Voilà, et donc si tu valides, donc, il va te dire donc, que le courrier ne peut pas être clôturé parce que du coup, le champ adresse d'intervention est vide. Du coup, tu ne pourras pas faire l'action. Tant que ce champ n'est pas rempli, tu ne pourras pas clôturer. Voilà. Voilà, c'était juste cette action-là. Donc, je peux le faire avec la bonne, avec, je sais pas, une donnée, par exemple, hein, l'inverse. D'accord, je vais en formulaire. Et donc j'ai clôturé avec champ obligatoire, je viens de renseigner une donnée, je valide, et j'ai l'action qui va se dérouler, l'action de clôture. Voilà. Donc là, tu peux faire valider, ça va voilà, c'est les deux aspects de cette action. Voilà. Très bien. Donc voilà pour la nouvelle action qui a été développée. Très bien. Donc, maintenant, on va passer donc aux annotations. Donc, dans la partie annotation, on a rajouté ce qu'il y avait en fait un peu en V1, c'est que la partie périmètre restreinte de la note. Donc, si tu retournes sur le courrier à traiter, donc tu cliques sur la demande d'intervention. Donc, si tu vas dans annotation, du coup, on a donc une petite zone qui a changé. Donc, c'est annotation visible par. Donc par défaut, comme en V1, on a donc le périmètre qui est restreint à l'entité de l'utilisateur plus à la destination du courrier. Donc là, on voit que la notation est restreinte à pôle jeunesse et sport. Et donc après, effectivement, en cliquant sur la petite flèche tout à droite, on va pouvoir donc soit ajouter des modèles d'annotation, soit donc avoir la partie restriction des entités où on pourra donc rajouter des entités auxquelles on veut que la note soit visible. D'accord. Donc en fait, j'ajoute de la visibilité. C'est ça. Aux entités que je souhaite. C'est ça. Le comportement par défaut, c'est mon entité, l'entité des... C'est ça. Et si on veut vraiment que la note soit publique, on peut donc cliquer sur un pôle jeunesse et sport en bas dans annotation visible par. Ouais. On peut l'enlever et du coup, ça sera donc visible par tout le monde. Du coup. Donc là, tous m'affiche. D'accord? Aucune restriction. Très bien. Donc là, si tu veux mettre une annotation en F1 pour voir. Donc je choisis donc là, ici, pareil, la restriction, la direction générale. Voilà. Et donc là, tu fais le petit icône en dessous. Et donc là, lorsque la notation est restreinte, donc la note passe un peu en jaune, et donc on a donc l'entité auquel la
notation est restreinte. D'accord, donc il y a un code couleur qui est associé par rapport à restriction publique, enfin par rapport à la note qui ne serait pas restreinte, c'est ça? C'est ça. Visuellement, et avec l'indication du périmètre, des entités du périmètre. Voilà. Donc voilà pour la notation restreinte, donc l'affichage des entités auxquelles elle est restreinte avec un petit code couleur pour bien visualiser la note. Voilà, visuellement. Voilà. Donc pour la dernière partie, donc on va regarder donc les éléments envoyés. Donc c'est la partie un peu la plus conséquente de ce sprint. Donc si tu vas dans les éléments envoyés, donc on a donc toute la liste en fait, donc des accusés de réception, des envois de courriel, des envois mail EVA, Marche to marche, etc. Ouais. Donc vraiment tous les éléments qui sont envoyés, pas que les adresses courriel, en fait, pas que les envois courriel. Donc là, on peut voir que on avait généré un accusé de réception pour ce courrier-là. Donc là, on peut voir qu'il n'est pas parti parce que je n'avais pas encore configuré du coup le mail, mais on voit du coup qu'il n'a pas été envoyé. Tout à fait. Donc je t'invite par exemple à créer un envoi de mail, donc en cliquant sur la petite enveloppe. Et donc là, on va arriver sur l'interface pour envoyer donc un mail. Donc là, on a deux, donc c'est ton adresse mail en tant qu'utilisateur, plus les adresses des services auxquels tu es associé, ou d'autres services qui a été configuré via un fichier de configuration. D'accord. Envoyer sous, enfin, voilà. Voilà. Donc après, partie droite, donc copie carbone pour pouvoir envoyer en copie. Donc là, ces champs sont autocomplétés. Donc soit on peut taper donc une adresse qui n'est pas disponible, donc, tu tapes ce que tu veux, ou autrement tu pourras choisir via liste disponible. Voilà. La mer en carbone copie. Voilà. Patricia Petit. Ensuite, tu as l'objet classique. Donc là, l'objet par défaut, donc on a le numéro chrono et l'objet du courrier. Voilà, entrée par défaut, chrono et objet. Objet qui représente, je peux modifier là, hein, c'est l'entrée par défaut. On peut modifier, après c'est juste voilà. une entrée par défaut. Tout à fait. Ensuite, sur la partie droite, on a donc tout l'aspect attachement de pièces pour le courrier, les petites icônes là. Donc on a les pièces jointes s'il y en a, bon là pour l'instant il n'y en a pas, le document principal si on veut l'attacher et les annotations s'il y en a pour pouvoir les attacher. Donc là, si par exemple tu cliques sur annotation, tu vas donc pouvoir choisir donc une note en cliquant. Donc par exemple, celle-là, la première. Par exemple. Donc si tu cliques dessus, donc les éléments attachés seront disponibles en dessous du sujet. Pour voir deux annotations. Ouais. Ensuite, on a deux listes déroulantes pour les modèles, donc les modèles de mail, s'il y en a. Donc là, par exemple, dans le modèle de courriel, on va pouvoir par exemple mettre des mails. Donc là, c'est les modèles qui ont été paramétrés dans l'administration des modèles de documents. Donc là, voilà, donc c'est un modèle avec des contributions. Donc là, on voit que du coup, elles sont fusionnées au moment de l'appel. Voilà. Si elles sont présentes dans le modèle de données, hein, bien sûr. Et ensuite, à côté, les signatures de courriel. Donc les signatures de l'utilisateur qu'il a paramétré dans son profil. Donc là, ça va l'ajouter tout en dessous. Donc là, il y a juste cordialement les deux. Après, je suis en édition, hein, donc... oui, après, c'est juste de l'ajout, après, du modèle, hein. Très bien modifier son mail. Modèle fusionné, etc. Donc après, tout l'interface pour pouvoir éditer son corps de mail avec les options d'édition standard d'un envoi de mail. On trouve la mise en forme, voilà. Système, undo, les options par rapport à l'envoi, tout à fait. Et donc ensuite, lorsqu'on a terminé, donc on a trois possibilités. Donc le premier, c'est, on va dire, optionnel, c'est juste pour l'envoyer en texte brut. Donc en gros, on envoie un mail, mais on veut envoyer que le texte et pas la mise en forme. On peut, via ce bouton-là, envoyer un texte brut. C'est le petit bouton sur lequel je suis positionné. Voilà, là. si tu fais ça, tu as un petit menu. Après, il y aura peut-être des options futures qui vont s'ajouter. Je perds toute la mise en forme, je garde la métadonnée fusionnée, je garde juste le texte. Mais ça envoie vraiment que le texte en lui-même, ouais. on perd toute la mise en forme.
Ensuite, on a le bouton envoyer. Donc là, globalement, ça va l'envoyer en temps réel, on va dire. Il n'y a plus de notion de tâche comme en V1. D'accord. Donc on clique sur envoyer et ça va l'envoyer directement si c'est bien configuré. Et on a donc la troisième possibilité, donc enregistrer le brouillon. Donc là, ça ne va pas l'envoyer, ça va juste l'enregistrer en tant que brouillon dans la base de données pour pouvoir après le reprendre. Et l'envoyer après, à l'issue de ces modifications. Voilà. Pour la démonstration, tu veux que je l'envoie? Déjà, on va faire enregistrer le brouillon pour voir ce que ça donne. Du coup, là, on a donc notre brouillon qui apparaît. Ouais. Donc c'est ordonné par date de création. Donc tous les créations seront bien hauts. D'accord. On a un code couleur aussi, ce que je vois. On a un code couleur, donc brouillon, voilà, jaune, non envoyé rouge, et envoyé c'est vert. Comme ça, on a bien le visuel de ce qui est envoyé et ce qui n'est pas envoyé. Donc là, on peut recliquer dessus. Donc là, si on veut le reprendre, je te dis que là, on a notre modèle que l'on a précédemment fait. Et donc là, si tu veux, après, tu peux l'envoyer. À savoir aussi, dans l'envoi de mail, on peut choisir donc des groupements de contacts. Là, par contre, j'en ai peut-être pas fait. Ouais. Mais en autocomplétion, du coup, on peut choisir un groupement de contacts et on va pouvoir, du coup, directement mettre un listing de personnes pour pouvoir l'envoyer en mail, par exemple. Tout à fait. Donc c'est une sorte de mailing list, enfin que j'aurais pu construire avant. C'est ça. Et l'avoir sous la main et l'adresser simplement dans mon adresse mail. Il va décomposer donc les destinataires. Au moment où j'ajoute mon groupement. Le groupement, ça va faire un envoi de mail avec l'ensemble des personnes, etc. Et si dans mon groupement, j'ai pas forcément, tout le monde n'a pas d'adresse, alors oui, ça va filtrer effectivement dans ton groupement que les personnes qui ont une adresse électronique renseignée. On a terminé par l'envoi de courriel, donc la refonte des interfaces d'envoi de courriel, les éléments envoyés aussi de la nouvelle fiche de traitement, enfin de la page de traitement qui rassemble l'ensemble des éléments envoyés avec des codes couleurs. Nous avons vu l'adresse d'intervention, donc c'est la possibilité de choisir une adresse géolocalisable par export sur un signalement dans un courrier, plusieurs signalements dans un courrier. On a vu une action de clôture qui permettait de vérifier la complétude de champs, c'est-à-dire que j'indique les champs qui sont obligatoires avant d'effectuer, pour effectuer cette action de clôture, donc avec vérification de l'action. Et on a vu la restriction, le fait de remettre la restriction du périmètre des annotations, le fait de les rendre publiques ou de les limiter à un certain nombre d'entités de mon périmètre. Je vous remercie d'avoir assisté à cette revue des fonctionnalités. Donc, dans le cadre de l'agilité, l'équipe va planifier les 2 semaines suivantes. On va rentrer dans un mois où l'équipe va être énormément sollicitée, puisque l'objectif va être de sortir cette version 20.03 en fin de mois. Donc, l'équipe va se concentrer énormément sur les fin mars sur un ensemble de tests et de disponibilité pour justement des tests fonctionnels assez poussés. Prochaine revue, ça sera le 3 mars. Je vous remercie à tous pour votre participation à cette revue de fonctionnalité. Merci à l'équipe de développement, merci Alex pour tes présentations. Merci à toi. Merci aux participants, merci Edition, merci aux autres participants. Et je vous souhaite une bonne journée et 2 bonnes semaines. En attendant de se revoir à la prochaine revue. Merci bien, bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.